Je voulais juste dire bonjour à ceux qui viennent nous rejoindre cette assemblée dialogique. Ce matin, on a déjà pas mal commencé à parler. Je pense qu'on va continuer cet après-midi. Le thème, le thème qui, le thème, oui, c'est bon. Le thème qui doit nous réunir est intitulé Définir scientifiquement le nuisible. Alors, en tant que sociologue, philosophe, je me pose un peu la question de savoir si le scientifiquement est réduit aux seules sciences du vivant, aux seules sciences de la nature, ou si elles vont inclure les sciences sociales, les sciences de l'esprit, peut-être. Voilà. Donc, sans plus attendre, je vais donner la parole aux premiers intervenants, qui sont deux. Et donc, Raphaël Matvey, écologue et géographe au CFE de Montpellier. Il est directeur de recherche au CNRS. Ses travaux concernent les relations homme-nature, la gestion de la biodiversité et des territoires et les approches interdisciplinaires de modélisation. Et il travaille également sur les dimensions sociales et économiques. Donc voilà, ma crainte est sans objet. Et sur les dimensions sociales et économiques de la chasse et sur les conflits hommes-faune sauvage. Et avec lui, Anthony Olivier, qui est garde technicien de la réserve naturelle régionale et chercheur à l'Institut de recherche de la Tour du Valat à Arles. Donc vous avez 20 minutes, messieurs. Vous êtes deux, il va falloir vous partager. Très bien, merci. Donc merci déjà d'être revenu. Et puis merci d'avoir montré ce matin que le vivre ensemble était donc possible et à portée. Donc là, on va faire une intervention à deux voix, donc je ne vais pas trop m'attarder, puisque 20 minutes à deux voix, on le sait, on va perdre du temps. Donc en fait, c'est un travail qui prend place dans un travail à plus long terme, ce qui porte sur les rapports homme-nature et l'histoire de la chasse en Camargue. Et dans ce contexte-là, on s'est penché sur l'analyse de trois espèces animales qui alimentent régulièrement la chronique camarguaise, à savoir le lapin de Garenne, le flamant rose et le sanglier. Alors on s'est intéressé en fait beaucoup moins au contenu des débats, des conflits de représentation, comme d'autres travaux peuvent le faire. Plutôt on s'est intéressé en fait aux stratégies des acteurs, pour faire comment en fait les acteurs essayent de faire exister finalement la problématique de la raréfaction ou de la prolifération et des dégâts dans le champ social. Donc en fait, à travers ce travail-là, on montre que finalement la notion de nuisible va participer évidemment à la recomposition des enjeux symboliques à l'échelle du delta et des rapports de force entre acteurs du territoire, mais aussi et tout le temps à une redéfinition permanente de qu'est-ce qui est sauvage et des relations humains-non humains en Camargue. Alors dans cette communication, on analyse l'évolution historique de l'abondance des populations de ces trois espèces, ainsi que l'évolution de leur statut réglementaire et les effets écologiques et sociaux associés, à partir de trois éléments d'une méthodologie assez empirique. On s'est basé sur l'étude des archives publiques et privées, naturalistes et synégétiques, régionales, locales et nationales. Et puis on a couplé ça à des campagnes d'enquête sur les représentations sociales et des entretiens semi-directifs auprès des principaux protagonistes. Et donc ce travail il s'inscrit dans une géographie humaine évidemment qui est empreinte de sociologie pragmatique, d'une sociologie des régimes d'action, de la théorie de l'acteur réseau, et évidemment se base également sur les travaux antérieurs sur les conflits homme-faune sauvage ou sur la juste place des animaux, donc les travaux évidemment d'André Micou, d'Isabelle Mauzarpin, ou encore Coralie Mounet, ou plus spécifiquement à la Camargue, Cécilia Clay sur les moustiques. Alors évidemment, on fait référence également aux travaux à l'échelle d'anthropologie, les travaux internationaux, ceux de John Knight sur les natural enemies, et puis de Etienne Benson sur l'instrumentalisation et le suivi de la faune sauvage.
Alors la Camargue, très rapidement, tout le monde la connaît, j'imagine, ici. C'est 150 000 hectares à peu près, si on prend les limites de la nouvelle réserve de biosphère de l'UNESCO. Et donc les milieux, globalement, ce qu'on va retenir ici, c'est qu'ils ont cessé d'évoluer depuis la fin du 19e siècle, mais que globalement, on a une stabilisation de l'occupation du sol depuis une vingtaine d'années. Et cette stabilisation, elle est conjuguée à une emprise, on le voit en haut à gauche, en une emprise croissante en fait, des espaces naturels protégés qui couvrent aujourd'hui près de 30 000 hectares. Ce sont des réserves naturelles, mais également, disons, la Camargue est assez symptomatique ou révèle tout le processus d'écologisation des politiques publiques et de territorialisation de la biodiversité, ce qui en fait un des espaces les plus protégés en France, sinon en Europe, puisque beaucoup de mesures contractuelles et de labels viennent étoffer le dispositif réglementaire plus traditionnel des réserves naturelles. Alors si on s'interroge sur qui sont les principaux protagonistes autour de la gestion du lapin de Garenne, du flamant rose et du sanglier, alors évidemment il va s'agir des propriétaires camarguais, dont on distinguera les propriétaires agriculteurs, les entrepreneurs et les rentiers, puisque la Camargue, 80% de l'espace est plutôt privé, et la Camargue était un des hauts lieux de la grande propriété en France, et cela depuis à peu près le XVIIIe siècle. Les chasseurs, évidemment, avec les chasses communales et les chasses privées, puisque la Camargue est un haut lieu également pour la chasse privée, essentiellement au gibier d'eau. Les niveaux fédéraux au niveau de l'organisation des chasseurs. Et puis la très grande diversité des gestionnaires d'aires protégées, des scientifiques de la conservation, et enfin les syndicats agricoles, syndicats des riziculteurs, FNSEA, etc., qui interviennent dans cet espace-là. Et je n'oublie pas les services de l'État et le Conservatoire du littoral. Alors tous ces acteurs-là, évidemment, je n'ai pas le temps de présenter dans le détail, ils participent d'un réseau d'acteurs qui est extrêmement changeant selon les niveaux de conflictualité rencontrés au fil du temps. Mais avant de continuer, on va présenter un peu les acteurs non humains de cette présentation, à savoir le lapin. Merci Raphaël. Alors, c'est vraiment un euphémisme de dire que le lapin était autrefois très abondant en Camargue. Les récits naturalistes et tableaux de chasse en témoignent, comme vous pouvez voir sur cette figure, par exemple. Le premier à en parler dès le Moyen-Âge est Quiquerand de Beaujeu, qui rapporte la capture de près de 600 lapins en une journée par quelques chasseurs. On a beaucoup d'autres témoignages comme ça écrits qu'on a retrouvés. Et comme le montre cette figure, le lapin va rester extrêmement abondant jusqu'à l'apparition de la myxomatose en Camargue, qui a lieu en 1953. Ce qui... Non, reviens dessus, Raphaël, s'il te plaît. Ah, pardon. Avant l'apparition de la myxomatose, de nombreux témoignages attestent des importants dégâts agricoles causés par l'abondance du lapin. Le déclin de cette espèce est accueilli avec grande satisfaction par bon nombre d'agriculteurs. L'espèce va ensuite disparaître des tableaux de chasse pendant une décennie, puis remonter au cours des années 80 pour décliner à nouveau ensuite, suite très probablement à l'apparition du VHD, RHD, qui apparaît en Camargue, mais aussi certainement avec d'autres causes qui ont joué ensuite. Alors, malgré la raréfaction prononcée depuis les années 90, comme on l'observe ici dans un graphique qui montre l'évolution des prélèvements de lapins dans 35 chasses camarguaises, le lapin reste malgré tout une espèce qui est classée gibier et qui est même encore classée comme nuisible par arrêté préfectoral le long des digues du Rhône, dans le Gard. Son déclin a de multiples effets sur de nombreux volets. Bon, on peut parler de la fermeture des habitats, notamment tout ce qui était les pelouses en Camargue, le déclin d'espèces associées, par exemple typiquement comme les arosselets, la fragilisation de certains prédateurs, on peut penser par exemple en Camargue à l'aigle de Bonelli où les jeunes viennent hiverner en Camargue, et il y a également eu un report de la prédation cynégétique. Alors, les dénombrements réalisés sur les espaces protégés corroborent aussi les tendances issues des tableaux de chasse, là, comme on peut le voir aussi sur cette figure, où là, c'est des circuits nocturnes réalisés sur les différents espaces protégés. Et donc, on voit bien un déclin des populations de lapins au milieu des années 2000. Et donc, le lapin, qui était autrefois une espèce, le gibier de base en Camargue, et une espèce clé de voûte des milieux terrestres, est aujourd'hui devenu une espèce rare qui a totalement disparu de nombreux endroits. Au niveau national, elle est d'ailleurs classée comme quasi menacée dans la liste rouge. Concernant le sanglier, lui, il a une trajectoire diamétralement inverse à celle du lapin. Il était absent de Camargue et du sud de la France au XVIIIe siècle.
D'ailleurs, Crespon le dit en 1844, il dit « ils ne se rencontrent plus vivants dans nos contrées ». Puis, il a recolonisé timidement la région à partir de 1870. Comme on peut le voir à travers les récits cynégétiques également, et les tableaux de chasse, l'espèce reste rare jusqu'au milieu du siècle dernier. On le voit sur la figure de deux chasses privées, deux grandes chasses privées, où on a la chance d'avoir les tableaux depuis 1920, où les registres sont très bien tenus, et on voit jusqu'à la première partie du siècle dernier, il y a très très peu de prélèvements de sangliers. C'est une espèce qui est encore très rare. La progression est par contre très importante à partir des années 70, comme à travers à peu près toute l'Europe de l'Ouest. Et depuis 1992, là, l'évolution est encore plus flagrante. Là, ça, c'est des données qui viennent de l'ONCFS également. Donc, c'est les prélèvements de sangliers seulement en battu sur les deux communes qui sont dans le delta du Rhône, donc Arles et Sainte-Marie-de-la-Mer, où là, les prélèvements ont été multipliés par 6 depuis 1992. Alors, cette spectaculaire augmentation n'est pas sans conséquences. Donc, il y a eu une augmentation des dégâts commis dans les terres agricoles. Et la Fédération départementale des chasseurs des Bouches-du-Rhône a dû ainsi verser près de 45 000 euros d'indemnisation aux agriculteurs camarguais en 2015. Donc, on voit aussi sur ce petit graphique une augmentation, mais c'est vrai que la tendance est quand même... il n'y a pas assez d'années pour voir clairement une tendance. Donc, par ailleurs, la raréfaction du petit gibier de terre a entraîné un report de la chasse sur cette espèce et donc a modifié certaines pratiques de gestion des marais de chasse. Cela a provoqué des tensions entre différents acteurs du territoire, comme l'illustre cette lettre du maire des Sainte-Marie-de-la-Mer qui dénonce le double jeu de certains gestionnaires aux propriétaires qui louent leurs droits de chasse et bénéficient en même temps d'indemnisation due aux dégâts. Donc la multiplication des dégâts agricoles en Camargue aboutit à une action en justice, intentée, conduite par la Fédération des chasseurs des Bouches-du-Rhône contre les espaces protégés camarguais, accusés d'être à l'origine de la prolifération du sanglier. Cette procédure, qui a duré 3 ans, a été interrompue par la Fédération des chasseurs, mais a entraîné quand même de vives tensions sur le territoire entre les différents acteurs. L'espèce est actuellement classée comme nuisible dans l'ensemble de la Camargue, que ce soit côté Gard ou côté Bouches-du-Rhône. Enfin, la dernière espèce, le flamand, espèce ô combien emblématique de la Camargue. C'était un nicheur très irrégulier au début du siècle dernier. Par contre, les premières preuves de sa nidification sont quand même très anciennes, puisqu'elles remontent au milieu du XVIe siècle. La situation de l'espèce a vraiment changé en 1970, quand un îlot dédié a été créé pour sa reproduction, et qui va donc permettre la reproduction ensuite régulière de l'espèce. Le nombre de couples varie annuellement entre quelques milliers à jusqu'à 20 000 certaines années. Donc c'est une espèce qui bénéficie aussi qui lui bénéficie d'un statut d'espèce protégée depuis 1976 et qui lui a bénéficié de nombreuses actions de conservation. Donc on peut parler notamment depuis les années 70, le gardiennage de la colonie pour éviter les intrusions humaines notamment, la régulation des populations de goélands leucophées qui ont tendance à prédater les jeunes, la protection foncière du site de nidification qui a été acheté par le Conservatoire du littoral, la construction de nids artificiels dans les premières années pour encourager les flamands, comme on peut le voir sur la photo, à nicher sur ce site-là, et la gestion hydraulique du site pour essayer de favoriser la nidification des flamands. La population en Méditerranée de flamands est en expansion et il y a environ 72 000 couples nicheurs en 2006. Alors, ça entraîne quand même... des problèmes. Les flamands ont commencé à se nourrir dans les rizières au printemps 78, et ce qui est vraiment un fait nouveau en Camargue à cette époque-là. Et en 81, par exemple, 430 hectares de rizières ont été réensemencés, puisque les flamands, en fait, en mangeant dans les rizières, ils s'alimentent à vraiment un moment très particulier, juste après le semis, quand il n'y a pas encore de végétation dans la rizière et quand il y a d'immenses tables d'eau. Et les flamands s'alimentent pas du riz, mais simplement cherchent leur mode d'alimentation fait que ça détruit la semence. Donc des campagnes d'effarouchement ont été menées à partir de 1981, et également des systèmes d'effarouchement, comme on peut le voir sur la photo, avec des canons sonores, des gyrophares, des pistolets à fusée. Toutefois, ça ne suffit pas, il y a des intrusions de flamands dans les rizières chaque année, et en fait, le moyen utilisé par les riziculteurs, c'est de tourner une bonne partie de la nuit dans les rizières pour effaroucher les flamands. Les dommages sont
plutôt quand même ponctuels au vu des superficies, mais peuvent être localement très importants. Et donc, comme c'est une espèce protégée, il n'y a pas d'indemnisation prévue. Donc, alors, quelle analyse on peut faire de tout ça? Alors, évidemment, on va présenter ici que quelques points, faute de temps, que les principaux résultats. Alors, sur le lapin de Garenne, ce qui est intéressant, c'est qu'il révèle qu'en fait, aux conflits agricoles liés en fait, aux dégâts agricoles, qui étaient vraiment incessants, en fait, va succéder les maladies, puis un processus en fait de reconnaissance patrimoniale extrêmement tardif. Et donc le paradoxe est le suivant, c'est que finalement les scientifiques de la conservation, les gestionnaires d'aires protégées, en fait cherchent aujourd'hui à rendre visible le plus possible les impacts écologiques de la disparition des lapins de Garenne sur le fonctionnement de la Camargue et de ses écosystèmes. Et en même temps, le lapin garde un statut de nuisible ou de gibier en cours de disparition. Disparition, comme disait Anthony, qui est accueillie avec indifférence ou satisfaction des agriculteurs, mais avec fatalisme et nostalgie par les chasseurs. Et donc changer le statut de l'espèce reste néanmoins inacceptable pour les chasseurs, de la peur de l'effet cliquet et de ne plus jamais pouvoir chasser le lapin en Camargue. Le sanglier, quant à lui, en fait, il met en exergue de nombreuses controverses qu'on rencontre, j'imagine qu'ils vous sont familières, qu'on rencontre dans de nombreux territoires. Ce qu'il faut mettre en avant dans la Camargue, c'est cette mise en avant du double jeu que joueraient des agriculteurs qui seraient à la fois chasseurs et donc qui tireraient des revenus de la location des droits de chasse de battus aux sangliers et qui en même temps se feraient indemniser des dégâts agricoles et refuseraient les interventions des lieutenants de louveterie, ce genre de choses sur leur propriété, et qui renvoient la responsabilité évidemment de la surpopulation et des dégâts agricoles aux espaces naturels protégés. Et pour le côté du flamand rose, on a également des conflits qui sont multiples sur la réalité des dégâts agricoles. Et là, en fait, c'est plutôt le monde de la protection de la nature qui doute de la véracité des dégâts agricoles, mais comme les chasseurs peuvent douter des fois de la véracité des dégâts agricoles. Donc là, on a une mise en un effet miroir qui est assez intéressant entre monde synégétique et monde de la protection de la nature au sujet du sanglier et du flamand rose. Alors dans ce contexte, vu qu'il est temps de conclure et qu'on avait fait le pari de faire ça à deux et on savait à l'avance que 20 minutes c'était pas possible, mais bon, qui tente rien n'a rien évidemment. L'analyse qu'on peut poursuivre, c'est qu'on observe trois types de grandes postures générales. On a une posture très productiviste qui continue d'être portée par les agriculteurs, une posture qui serait plutôt ce qu'on appellerait la gestion raisonnée des populations gibier qui est portée par les chasseurs, et une posture qui est celle vraiment d'une conservation de la biodiversité qui est portée par les gestionnaires. Et ces différentes postures, elles sont difficiles à concilier de prime abord, mais évidemment, on va constater un grand nombre d'arrangements institutionnels, de débordements locaux qui vont être propres à chaque entité géographique. Et donc, les services de l'État, le parc naturel régional de Camargue va tenter à chaque fois d'intervenir comme médiateur ou comme opérateur de traduction, et pour essayer de reformuler justement les enjeux socio-économiques et écologiques, pour essayer de créer, évidemment, concilier développement économique et activité humaine. Et donc, selon l'espèce et les lieux, on va observer, évidemment, des alliances temporaires ou des confrontations qui peuvent aller jusqu'au contentieux en justice entre les acteurs. Lorsqu'on s'intéresse aux logiques d'acteurs, on va constater que l'attention dont fait l'objet ces trois espèces de la part des différentes parties prenantes de la gestion du territoire en fait des espèces en fait, qui sont hybrides tout le temps entre espèces sauvages et espèces domestiques qui font évidemment littéralement exploser la dichotomie un peu facile entre nature et culture. Et donc l'opposition qui est faite classiquement entre anthropocentrisme et biocentrisme. Et donc ça complexifie définitivement, en fait, évidemment,
la gestion de ces espèces, notamment dans le cas d'une évolution très défavorable des vulnérabilités humaines. Et donc ce qu'on observe, c'est finalement, ça a été observé par ailleurs, c'est comment le statut de l'espace fait aussi le statut de l'espèce, et inversement. Et donc comment finalement les incursions de flamants roses dans les rizières sont vécues comme une tutelle écologique et comme la mise sous tutelle par la protection de la nature des riziculteurs, et inversement comment les demandes de battues administratives ou de régulation du sanglier dans les espaces protégés sont vécues comme une conquête spatiale de la part du monde synégétique dans les espaces protégés. Et donc les usages de la notion de nuisible, évidemment, sont instrumentalisés et fluctuent à des fins stratégiques. Ils vont fluctuer selon les crises et les acteurs considérés. Et un point également intéressant qui avait été noté également par ailleurs dans les travaux d'Ala Berlardina, c'est en fait finalement le responsable, c'est toujours l'autre. C'est toujours le chasseur qui est responsable de l'abondance de sangliers selon certains. C'est toujours les écolos qui sont, entre guillemets, qui sont responsables de l'abondance de flamants roses. Et donc chacun se renvoie évidemment la balle. Et donc quand on assiste aux réunions où un des acteurs est absent, il devient systématiquement évidemment... les feux sont assez nourris contre l'acteur absent qui, évidemment, c'est toujours assez dépend. Et donc, ce qui est assez remarquable, c'est que face aux excès du productivisme agricole, on a aussi les excès du productivisme synégétique et les excès du productivisme conservationniste. Et donc, finalement, face à tous ces excès, il y a un nombre croissant d'acteurs qui militent finalement pour un retour à la naturalité, à moins d'intervention dans les dynamiques socio-spatiales, dans l'écologie de ces espèces. Et donc ça, à un moment où justement les gestionnaires, paradoxalement, les gestionnaires d'aires protégées, pensent à remettre du lapin dans les espaces protégés. Et donc pour conclure, ce travail-là, il montre, ou il révèle une fois encore qu'il s'agit de combler tout le temps et en permanence un triple déficit. Le premier des déficits, c'est celui de la reconnaissance. Reconnaissance en Camargue qu'il existe une nature férale et qu'il existe une nature composée avec l'homme comme auxiliaire et que les deux peuvent avoir leur place en Camargue, mais également un conflit de reconnaissance de l'autre acteur du territoire, autant de l'espace naturel protégé que l'autre acteur qui façonne le territoire. Et ça peut se faire uniquement en questionnant le rapport entre acteurs privés et acteurs publics du fait de la grande propriété foncière que l'on a en Camargue. Enfin, l'autre déficit, c'est le déficit de connaissances que j'ai zappé. Le déficit de connaissances, il porte sur l'instrumentalisation à des fins stratégiques de toute la moindre incertitude. Il y a beaucoup de savoirs locaux sur la plupart des espèces, mais il manque évidemment un dispositif qui permettrait de mieux connaître l'écologie spatiale à la fois des flamants roses et des sangliers en permanence pour essayer de lever un certain nombre de défauts de connaissances qui nourrissent énormément les polémiques et leur instrumentalisation politique. Et tout cela ne peut se faire justement en essayant de combler le déficit de dialogue qu'on voit souvent absent malgré les dispositifs existants dans les mesures agri-environnementales, souvent absent dans certains niveaux de gouvernance des différentes entités géographiques de la Camargue et entre les différentes parties prenantes. Et donc l'enjeu, évidemment, c'est d'essayer de créer un dispositif qui va rendre compte finalement des différents points de vue, des dynamiques écologiques mais également sociales. Et donc il ne s'agit pas de changer les systèmes de valeurs ou définitivement les représentations ou les opinions des uns et des autres, mais c'est de les amener en tout cas à partager une représentation des enjeux. Et donc pour conclure, ce qu'on observe, c'est finalement que l'animal, comme l'ont montré les différents travaux en anthropologie, est porteur de valeurs et donc il participe évidemment tout le temps à la reconfiguration symbolique de l'espace, et que face à la mobilité animale, dans la littérature scientifique, il y a le terme de coexistence qui a explosé ces 5 dernières années. Mais ce terme de coexistence tend en fait à renvoyer chacun dans son espace et à gérer uniquement le conflit, alors qu'il y a souvent des interactions et des interdépendances, et donc d'essayer plutôt de souligner en fait l'interexistence entre ces non-humains et ces humains, et donc de promouvoir finalement le partage de l'espèce. Et enfin,
L'idée, c'est pour renvoyer un peu à la discussion d'André Micou ce matin, et puis des éléments qui ne manqueront pas d'arriver à la table ronde tout à l'heure. Il s'agit d'inviter évidemment à revisiter, à questionner la question du respect évidemment de la souveraineté des animaux sauvages sur leur territoire, et donc d'en prendre soin, mais surtout de les respecter, et de prendre acte en fait des obligations qui en découlent pour les humains, tout comme nous y invitent en fait des philosophes comme Donaldson ou Kim Lika, ou plus récemment Baptiste Morisot qui sera parmi nous tout à l'heure. Voilà, je termine, je suis désolé d'avoir dépassé.